Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette première co-vidéo. J'ai la tâche avec mon collègue André Garenne de vous apprendre à utiliser les statistiques en biologie. Alors en temps normal, c'est un joli petit challenge. Alors en période Covid, je pense que ça va être assez amusant. Donc nous sommes deux enseignants pour cet enseignement. Moi, je m'appelle Xavier Nogues et mon collègue, c'est André Garenne qui vous fera la partie application sur ordinateur. Vous aurez mes coordonnées sur Moodle. Au second semestre, eh bien, si vous prenez l'option informatique et statistique appliquée à la biologie, eh bien, vous retrouverez les deux intervenants. André Garenne, qui c'est lui qui chapeautera cette option, et moi, je l'accompagnerai pour la partie statistique. Alors qui sommes-nous? Eh bien aussi bien André Garenne que moi, nous sommes deux neurobiologistes. Pourquoi est-ce que des neurobiologistes font des enseignements de statistiques à des biologistes? Eh bien parce que les statistiques, c'est en train de devenir un outil totalement incontournable en biologie. Du temps où les statistiques étaient enseignées par des statisticiens, l'enseignement était très poussé sur le plan statistique, mais par contre, les étudiants avaient du mal à utiliser les statistiques par la suite dans leur travail. Et d'autant plus que maintenant, le nombre d'heures de cours a tendance à réduire de plus en plus. Et donc, il était de plus en plus difficile de vous montrer à quoi pouvaient servir les statistiques en biologie et surtout comment on les utilisait. Donc pour ça, on a décidé progressivement de mettre des biologistes pour enseigner les statistiques, parce que nous, on est plongé dans la biologie, et comme en plus on a des compétences en statistique un petit peu heureusement, eh bien ça nous permet vraiment de vous montrer, d'aller directement à nos objectifs. Donc puisque je parle des objectifs, eh bien on va directement voir quels sont nos objectifs pour cette année et quel est le cahier des charges. C'est important parce que je vous donne ça aujourd'hui, et au cours du semestre, vous allez pouvoir noter progressivement ce que vous êtes capable de faire et de ne pas faire. Donc vous allez voir votre progression. Euh, donc les statistiques en biologie, pour les chercheurs qui faisaient de la recherche avant les années 2000, ça se résumait à très très peu de choses. Les statistiques, elles étaient en général faites sur une calculatrice. Et donc à ce temps-là, il était important de savoir calculer toutes les formules. Toutes les formules, sauf que comme on ne disposait que de deux ou trois tests statistiques, pour ceux qui en ont déjà un petit peu fait, vous avez peut-être déjà entendu parler du test T2 Student, de l'analyse de variance, ça pour certains, et puis le fameux test du Ki2, et à part ces trois tests, eh bien, on ne connaissait pas grand-chose d'autre. Tout ça a été fait grâce à des formules mathématiques, à moitié écrites en grec, et qu'il fallait retranscrire sur sa calculatrice pour, après maintes calculs, réussir à sortir un résultat dont on ne savait pas trop ce qu'il voulait dire. Depuis les années 2000, il y a l'informatique qui se développe, vous y êtes né dedans, vous êtes plongé dedans depuis que vous êtes tout petit, et donc l'informatique ne vous pose plus de problème. Euh, Sauf que les statistiques ont évolué parallèlement, puisque l'outil informatique évoluait, et bien toutes les tâches de calcul que les biologistes étaient obligés de faire, maintenant ce sont les ordinateurs qui le font. On aurait pu se dire c'est super, maintenant si je dois faire un petit test statistique, eh bien ça va me prendre 3 secondes. Eh bien hélas non, car l'outil statistique s'est développé parallèlement, et donc, notre tâche, ça va être d'apprendre à utiliser ces statistiques. Ça, c'est en biologie. Et ce qui rend plus compliqué, c'est que de nos trois petits tests des années 2000, eh bien maintenant, nous en avons des dizaines, peut-être même des centaines. Et nous allons devoir un petit peu connaître les grandes familles de tests. Dans ces grandes familles de tests statistiques, on va être obligé de connaître les principaux tests. Et ensuite, on va être obligé de savoir choisir quel test on doit utiliser face à un problème en particulier. Ensuite, il faut savoir interpréter, ça c'est interpréter des statistiques.
Voilà, donc grosso modo. Alors, donc les statistiques en biologie maintenant c'est devenu complètement incontournable. Si vous faites de la recherche ultérieurement, vous savez que vous devez publier des articles et maintenant dans chaque article, eh bien, vous allez être expertisé sur votre capacité, sur la façon dont vous avez utilisé les statistiques. On parlait de Covid. Bon, vous avez tous entendu parler de l'hydroxychloroquine. Vous avez également entendu parler de Monsieur Didier Raoult. Et vous avez vu qu'il y avait une polémique impressionnante, totalement disproportionnée, au sujet de ces médicaments, hydroxychloroquine, azithromycine. Et vous avez dû sentir qu'il y avait des questions derrière qu'on appelait des questions de méthodologie. Au départ, on attaquait le professeur Raoult sur sa méthodologie. Il n'avait pas utilisé des échantillons représentatifs, etc. Et puis parallèlement, il y a d'autres personnes qui se mettent à s'opposer à l'utilisation de ces médicaments en disant qu'il faut faire des essais randomisés. Qu'est-ce que c'est que les essais randomisés? Et puis là, je crois que c'était avant-hier où on a une dernière étude qui, ça y est, il ne fallait surtout pas utiliser l'hydroxychloroquine qui provoquait la mort de certains patients. Et puis le lendemain, on s'aperçoit que cette même étude était basée, alors là c'était une méta-analyse, ça s'appelle, c'est-à-dire une étude qui allait envisager qui allait reprendre différents articles et qui allait essayer de faire la part des choses dans ce qu'il fallait trouver. Et donc on vient de s'apercevoir le lendemain de cette grande information que cette étude elle-même était biaisée. Donc à l'heure actuelle, on ne sait pas la réponse. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien tout simplement parce que la première partie de nos enseignements de statistique, ça va consister à faire de la méthodologie. Et donc une fois que vous aurez fait cette partie méthodologie, vous ne serez pas capable de savoir si l'hydroxychloroquine est un bon médicament pour traiter le Covid. Par contre, vous aurez quelques éléments d'analyse pour comprendre les discussions qui ont lieu entre ces différents chercheurs. Voilà, donc dans l'utilisation des statistiques, on s'aperçoit que maintenant savoir faire un petit test de T de student à la calculatrice, ça ne sert plus à rien. Par contre, il faut savoir choisir ses tests statistiques. Il faut savoir, avant de faire ces tests statistiques, il faut savoir mettre en place un protocole, et un protocole que l'on pourra par la suite traiter par les statistiques. Là, je vous ai parlé de la recherche, plutôt fondamentale ou recherche médicale. Et bien maintenant, dans le secteur privé, on se met également à utiliser les statistiques pour voir si certaines productions sont plus efficaces que d'autres, ainsi de suite. Donc aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, vous allez être confronté à ce genre de pratiques. Voilà, donc en résumé, le cahier des charges que je me fixe, et donc les petites cases que vous allez avoir à cocher pour savoir si on a atteint les objectifs à la fin du semestre, les voici. Donc, premier point, face à un problème de biologie, suis-je capable de mettre en place le protocole le plus efficace pour tester une hypothèse? Deuxième point, face à un problème en biologie, suis-je capable de choisir la bonne procédure statistique? Troisième point, face à des données biologiques, suis-je capable de choisir le bon test statistique? Ensuite, quatrième point, face à des données biologiques, suis-je capable de réaliser les tests statistiques sur un logiciel? Cinquième point, suis-je capable d'interpréter correctement les résultats statistiques qui vont sortir du logiciel? Et enfin, suis-je capable de rédiger de façon rigoureuse et compréhensible des résultats statistiques? Donc, essentiellement, les évaluations, ça sera sur cette rédaction. Sur cette rédaction d'une part, et d'autre part sur le choix des tests. Rédaction parce que si vous êtes capable de rédiger un compte-rendu statistique, eh bien, ça veut dire que vous avez compris le déroulement du test statistique. Donc c'est un bon test.
Alors le mode de fonctionnement que l'on va adopter pour ces enseignements, donc là cette année vous apercevez que ça va être sportif. La structure habituelle, c'est qu'on a des cours en amphi, donc ceux-là je pense que sauf miracle, ils vont être remplacés par du distanciel. Et moi ce que j'aime pendant les cours en amphi, c'est l'interactivité avec les étudiants. Autant vous dire que là, il y a des chances que ça soit un petit peu raté dans une vidéo. Donc pour ça, on va faire des petites vidéos qu'on va regarder en simultané. Moi, je les regarderai en même temps que vous, je vais me revoir. Des vidéos, j'espère qu'elles vont durer environ une quinzaine de minutes. Et ensuite, on passera sur Moodle pour faire du chat, pour poser des questions au sujet de ces vidéos. Moi, je vais essayer de vous fabriquer quelques petits exercices pour vous tenir éveillé. Voilà, donc, alors ce qui est le gros intérêt quand même, c'est que par la suite, vous pourrez revisionner ces vidéos et revisionner ces chats. Donc, structure habituelle, vous avez théoriquement un certain nombre d'heures de cours théoriques, donc cours en amphi plutôt, bien que ce soit très interactif, c'était des cours en amphi. Vous avez normalement deux séances de travaux dirigés, donc là, on va voir avec l'université comment on résout ce problème. Je pense qu'on va aussi traiter ça probablement en interaction, plutôt en petits groupes, mais par chat. Euh, et ensuite, vous avez également trois séances de travaux pratiques avec André Garenne qui consistent à réussir à programmer, pas à programmer, non, pardon, à utiliser le logiciel R pour réussir à réaliser les tests statistiques. Et normalement, à la fin, vous devez être capable d'utiliser les statistiques. Donc ça, c'était la structure habituelle. Maintenant, on a le challenge Covid. Bon, personnellement, moi, je tiens à ce que vous atteigniez, en tout cas, c'est ce qu'on va viser. On va viser le fait que vous soyez capable d'utiliser les statistiques à la fin de ce semestre. Ça va être, je pense, plus difficile pour moi, peut-être pour vous également, je ne sais pas trop, mais bon, étant donné que d'abord, pour nous, c'est une façon de faire la pédagogie qui est radicalement différente, euh, pour moi, on n'a pas le choix, il faut qu'on réussisse. Donc pour ça, ça veut dire qu'il va y avoir une organisation un petit peu différente. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est bien avant le cours, euh, télécharger les documents nécessaires à la prise de notes. Soit vous vous les imprimez et vous prenez des notes à la main par-dessus, parce que là vous aurez tous les plans des cours. Soit vous les mettez sur votre logiciel de traitement de texte et vous pouvez prendre vos notes directement sur traitement de texte. Donc là, vous téléchargez ces documents nécessaires à la prise de notes. Il faut également tester les connexions. Euh, bon, là, normalement, c'est déjà fait. Mais donc, tester les connexions quelques minutes avant le cours. Donc, normalement, vous avez 15 minutes entre chaque cours. Et bien, pendant ces 15 minutes, vous essayez de tester les connexions parce que parfois, il faut un petit temps pour réussir à connecter. Ensuite, vous allez avoir les cours en direct. Donc les cours en direct, c'est ce que j'appelle les co-vidéos. Donc ces co-vidéos, on va les regarder ensemble sur YouTube première. Je préfère utiliser YouTube que Moodle parce que quand j'ai préparé mes cours au mois d'août, eh bien Moodle était en panne très régulièrement. Enfin, c'est carrément l'ENT, on n'avait pas accès à l'ENT. Donc s'il recommence à faire à y avoir ce genre de bug, on ne pourra plus du tout enseigner. Donc autant aller sur YouTube et en même temps je mettrai les vidéos peut-être avec un petit délai sur Moodle. Donc pour revoir les vidéos, vous aurez soit YouTube, soit Moodle. C'est mieux d'avoir deux plateformes, comme ça on a plus de chances de pouvoir y accéder. Ensuite, donc ça c'est les parties que moi je regarde en même temps que vous. Ensuite, donc comme je vous le disais, ces vidéos, elles devraient durer à peu près 15 minutes. Et ensuite, donc on se prendra 10-15 minutes de flux de chat pour poser des questions par rapport à ces vidéos et puis pour se reposer un petit peu, pour souffler.
Et puis, donc, pendant ce temps, aussi bien vidéo que les flux de chat, eh bien, vous aurez des prises de notes. Donc, le chat, si possible, on le fera sur Moodle. Si vraiment sur Moodle ça ne marche pas, on passera sur YouTube parce qu'il paraît qu'il y a, enfin, normalement, il y a un moyen de sauver ces chats. Le travail hors des cours, donc vous allez, oui, donc également pendant les cours en direct, eh bien, nous aurons quelques, je vous prépare quelques exercices à faire sur Moodle et j'espère que ça sera possible. Le travail hors des cours, donc la révision des cours et les questions sur le forum. Donc on aura un forum sur Moodle et là vous pourrez poser des questions a posteriori sur le forum. Donc des questions, je vous ai mis deux forums, un forum plutôt sur les aspects organisation, donc ça c'est les problèmes de gestion de groupe, les trucs qui ne nous intéressent pas, et bon, ça ne nous intéresse pas mais on est obligé de voir ça, déroulement des examens, tout ce genre de choses. Et puis un flux de chat qui moi m'intéresse beaucoup plus, c'est le côté pédagogique où vous avez un point du cours que vous n'avez pas compris, hop, c'est là que vous allez pouvoir demander des explications. Et donc évidemment, avant de poser la question, regardez si la question n'a pas été déjà posée par un de vos collègues. Donc travail hors cours, donc révision des cours et questions sur le forum. Le premier, ouais, donc pour le premier cours, là j'ai une partie assez conséquente où je vous explique notre fonctionnement, de façon à vous montrer que on va pas fonctionner. Alors déjà en temps normal avec moi on fonctionne pas de façon traditionnelle dans un amphi. Alors là en vidéo et interaction de chat, on est en pleine innovation là. Voilà. Et donc pour ce premier cours, vous allez avoir quelques petits tests. Et puis on va faire ce que j'aime bien faire, une enquête. C'est-à-dire, c'est une enquête où vous allez répondre le plus sincèrement possible. C'est une enquête anonyme, mais on risque d'avoir besoin de faire connecter des réponses entre l'enquête qu'on fait aujourd'hui et la fin, par exemple, ou le milieu de nos enseignements. Donc pour ça, on va vous demander un identifiant que vous serez seul à connaître. C'est un petit peu comme un mot de passe. Et alors, vous avez le droit de taper votre nom, votre prénom comme vous préférez, ou vous pouvez aussi taper pingouin ou un animal, ou voilà. Et comme ça me permettra à moi ensuite de faire correspondre. Donc, il va falloir vous répondre, vous rappeler de votre identifiant. Et comme ça, moi, j'aurai une ligne où j'ai l'individu pingouin qui a répondu telle et telle chose. Et si on repose une question, je pourrais savoir que l'individu pingouin, il a répondu il a donné une certaine réponse. Et ça nous permettra de voir les correspondances entre les différentes colonnes de notre tableau. Donc la réponse de pingouin pourra correspondre la réponse de pingouin à J1 pourra correspondre à la réponse de pingouin à J35 par exemple. Voilà. Alors un truc qui vous intéresse, les examens. Alors les examens, depuis l'an dernier, on fonctionne en contrôle continu intégral. Contrôle continu intégral, ça veut dire d'une part qu'il n'y a pas de deuxième session. Pas de deuxième session, mais donc vous n'aurez, il faut absolument avoir votre examen en janvier. Normalement, je pense que tout le monde peut y arriver. Bon, alors, tous les ans, il y a des gens qui ne réussissent pas à avoir leur examen, mais c'est des gens qui décrochent dès les premières séances. Normalement, vous pouvez y arriver. L'important, c'est l'assiduité. Suivez les cours, faites les exercices. Normalement, il n'y a pas beaucoup de travail, enfin, de travail personnel à l'extérieur des cours. Il n'y en a pas beaucoup, à part justement ces examens.
Alors pour les supports hors cours, vous disposez d'une part des plans de cours au format docx ou RTF que je vous mets sur Moodle. Vous disposez d'éco vidéos qui peuvent être revisionnées soit sur YouTube, soit sur Moodle. Et ensuite, vous disposez du manuel biostatistique qu'on a écrit pour vous, avec André Garenne, donc, que vous allez connaître, Virgile Fievé et Xavier Bouteiller, qui sont plutôt écologues. Donc, quatre Bordelais, on a écrit ce bouquin. Bon, c'est un bouquin qui est un peu cher, il est à 39 euros. C'est par contre un bon investissement, même pour la suite, dans la mesure où la première partie concerne toute la compréhension des statistiques. La deuxième grande partie, ça va être un genre de catalogue de tous les tests statistiques que vous pouvez utiliser. Et entre les deux, vous avez une introduction à l'utilisation du logiciel R pour pouvoir utiliser ces statistiques et des clés qui vous permettent de choisir les tests statistiques appropriés. Donc à la fin, vous avez des fiches concernant chacun des tests avec des exemples, des modèles de rédaction de résultats pour chacun de ces tests. Bon, si j'en fais de la pub, c'est parce que je pense qu'il peut vous être utile, enfin il va vous être utile, mais c'est pas vraiment par intérêt financier dans la mesure où, en tant que premier auteur, je gagne 62 centimes d'euros par ouvrage vendu, donc vous voyez, même si je vous en vends un à chacun, je vais pas faire fortune. Par contre, vous en avez, je crois que c'est une trentaine dans les bibliothèques universitaires de Bordeaux, ce qui vous permet au minimum d'avoir des exemples de rédaction et de voir à quoi ressemble le bouquin. Donc là, comme me l'ont demandé les étudiants l'année précédente, eh bien à chaque chapitre du cours, je vous mets les fiches du bouquin auxquelles se réfère la partie du cours. Voilà. Donc comment se déroule cet examen de contrôle continu intégral? Alors, déjà l'an dernier, tous les examens, excepté ceux sur machine, tous les examens ont eu lieu à distance. À distance, vous vous dites, chouette, on va pouvoir pomper. Eh bien oui, vous allez pouvoir pomper. Non seulement vous allez pouvoir pomper, mais vous avez le droit de vous mettre par deux. Vous avez le droit de vous mettre par binôme. Vous pouvez travailler en binôme. Pourquoi? Alors, pomper, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir droit à avoir tous vos documents. Vous pouvez avoir toute une bibliothèque. Vous pouvez avoir des gens qui vous aident. Vous pouvez faire appel à un ami. Vous pouvez... voilà, vous avez droit de tout, presque. Et en plus de ça, vous pouvez travailler à côté d'un ami voilà, ou même de la promo et rendre un projet en simultané. Vous dites, mais ça, c'est de la folie. Non, c'est pas de la folie. Le but du jeu, comme je vous l'ai dit, le but du jeu de ces enseignements statistiques, c'est de vous rendre opérationnel. Pour être opérationnel, enfin pour être sûr que vous êtes opérationnel à la fin, il faut que dans les conditions dans lesquelles vous allez devoir appliquer les statistiques, vous soyez capable d'utiliser ces statistiques. Si on vous met sur une table en amphi, sans document, et qu'on vous dit, voilà, faites cet exercice, jamais dans la vie professionnelle, vous n'allez être dans ces circonstances-là. Dans la vie professionnelle, tout est basé sur des relations avec des collaborateurs, vous pouvez téléphoner, voilà. Donc vous avez de multiples possibilités. La seule contrainte que vous avez dans le milieu professionnel, ce sont des contraintes de temps. Donc là, on aura, je pense, deux échelles de temps. Soit vous aurez des exercices à faire, à rendre dans une semaine, par exemple. Dans ce cas, vous avez une semaine pour prendre des documents, pour aller chercher. Alors, vous voyez que ça va vous demander du travail. Vous n'aurez pas tellement besoin de travailler vos cours. Pour les retenir par cœur, ça ne sert strictement à rien. Par contre, vous allez comprendre que vous avez besoin de conserver un certain nombre de documents. Et vous allez comprendre que vous avez besoin
de connaître ce qu'il y a dans ces documents pour être capable d'aller chercher l'information là où elle est au bon moment et rapidement. Donc vous avez une contrainte temporelle qui peut être assez longue, par exemple une semaine, et vous aurez des contraintes temporelles parfois où on va vous demander une réponse en 1 heure ou en 2 heures par exemple. Donc vous allez avoir des exercices en temps chronométré, donc vous devrez allumer votre ordinateur à tel moment, et puis l'éteindre, enfin, et puis avoir rendu l'exercice à tel moment. Voilà, donc vous avez ces deux types, donc on impose cette contrainte temporelle. Ensuite, vous avez la possibilité, le droit de travailler en binôme, simplement parce que dans le milieu professionnel, vous travaillez rarement de façon isolée. Ceux qui préfèrent travailler de façon isolée, vous avez le droit. Mais ceux qui préfèrent travailler en binôme, parfois c'est rassurant, parfois c'est chronophage. Attention, faut, faut bien... Alors, dans l'idéal, ça serait que chacun essaye les deux méthodes de travail. Voilà, donc, alors par contre, une chose qui est parfaitement interdite, mais alors là, cette année, il va y avoir des sanctions à ce niveau-là, c'est de travailler ensemble et de rendre 2 fois la même copie en ayant travaillé ensemble et en faisant croire que vous avez travaillé tout seul. D'abord, nous, on ne met pas des meilleures notes à des gens qui ont travaillé seuls par rapport à des gens qui ont travaillé en binôme. Or, l'an dernier, je ne sais pas pourquoi, il y a des guignols, j'appelle ça des guignols, qui ont eu l'idée géniale de frauder et de présenter 2 fois la même copie, avec les mêmes fautes d'orthographe en plus. Pour ceux qui ont déjà vu une analyse de variance, ils savent que ça peut s'abréger en ANOVA, A-N-O-V-A. Mais ils ont écrit ANOVA, H-A-N-O-V-A. Alors, quand vous voyez ce problème sur une copie, ça fait tilt pour un statisticien, et puis que vous revoyez la même faute sur une autre copie, vous dites j'ai déjà lu cette copie, pourquoi je ne m'étais pas aperçu, j'ai repris le paquet dans l'autre sens. Alors vous cherchez, vous apercevez que vous avez deux guignols qui ont rendu la même copie en essayant de faire croire qu'ils l'avaient fait tout seul, quoi. Alors non seulement ça ne leur rapporte pas plus de points, mais en plus c'est d'une stupidité monumentale. Donc ça, et le pire, c'est qu'il y a 5 binômes qui se sont amusés à faire ça pendant toute la série. Incroyable. Bon, voilà. Donc cette année, ces copies où ils se sont permis de rendre la même copie en changeant un ainsi par un donc ou ce genre de choses, non, c'est inadmissible. Ça se détecte très facilement. Il y a des façons de quantifier. Ça ne passera pas. Il y aura des sanctions par rapport à ça. Donc, vous avez le droit de le faire par binôme, vous avez le droit de le faire tout seul, et par contre, vous avez une contrainte, c'est que si vous le faites par binôme, eh bien, vous devez au moins une fois voire même au moins 2 fois dans la série des cours, ouais, il vaut mieux au moins 2 fois dans la série des exercices rendus, changer de binôme. Pourquoi? Ça, c'est un impératif administratif. On doit rendre des notes individualisées, même si le travail a été fait en groupe. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc, vous devez soit changer de binôme, soit le faire rendre au moins une fois, enfin, pardon, au moins 2 fois, je vais vous dire pourquoi j'ai dit 2 fois plutôt qu'une. Au moins 2 fois, vous devrez le faire de façon individuelle. Si par exemple vous aimez travailler toujours avec la même personne, vous êtes en couple avec quelqu'un et vous n'avez pas envie de vous séparer, eh bien je vous conseille de faire, vous travailler ensemble sur la plupart des... Et puis un beau jour, par exemple sur un travail que vous allez avoir, vous disposerez d'une semaine pour le rendre, et bien là vous pouvez par exemple travailler ensemble, mais à la fin, surtout si vous avez des petits points de désaccord, à la fin, hop, vous rédigez chacun de votre côté un, un rapport sans regarder l'autre, vous le rédigez vraiment séparément, comme ça donne 2 copies bien différentes, même si vous avez travaillé différemment, ça nous permet de donner des notes différentes, et donc c'est légal. Alors pourquoi 2 fois il faut sortir de son binôme habituel? Eh bien parce que c'est un contrôle continu intégral et vous avez ce qu'on appelle le droit à la deuxième chance. Droit à la deuxième chance, sur un examen classique, vous avez droit à une deuxième session.
Ici, il n'y a pas de deuxième session. Donc la deuxième chance, comment ça s'exprime? Eh bien, c'est le fait que vous allez avoir plusieurs exercices qui auront lieu au fil du semestre, de façon régulière. Après chaque exercice, vous avez une date limite pour remettre votre exercice. Et moi, je me fixe, sauf gros problème de santé ou quelque chose comme ça, je me fixe de vous rendre le corrigé dans la semaine qui suit la remise de l'exercice. Comme ça, vous pouvez comprendre les erreurs que vous avez faites et corriger le tir pour l'exercice suivant. Donc ça, le droit à la deuxième chance, en théorie, ça s'exprime par le fait que nous enseignants, on doit vous proposer au moins 3 exercices. 3 exercices qui auront chacun pour coefficient 0,3, enfin 0,33, 0,33, 0,33. Bon, dans cette UE, on en fera au moins 5, même au moins 6, peut-être beaucoup plus. Moi, j'espère arriver à beaucoup plus. Le problème, c'est que ça demande énormément de corrections et donc parfois, on n'a pas le temps de tout corriger. Donc, on en aura entre 6 et 10. Et, euh, et donc, en plus de donc entre 6 et 10, ça veut dire qu'ils auront à peu près tous le même coefficient. Donc là, pour tout ça, je vous préciserai exactement les différents barèmes. Euh, mais pour certains exercices qui sont relativement identiques, eh bien, on complète ce droit à l'erreur par ce droit à la deuxième chance par l'élimination de la plus basse note de ces exercices. Si par exemple vous avez un exercice obligatoire, un autre exercice obligatoire, et puis 4 exercices qui font partie du bloc, et bien sur ces 4 exercices, on ne prendra que les 3 meilleures notes de ces... Voilà. Donc c'est comme ça qu'on remplace la seconde session. L'esprit de la seconde session, c'est que vous avez raté une première fois, vous révisez pour corriger le tir, vous passez à la deuxième session, et on voit si vous avez bien corrigé le tir. Là, la correction du tir, elle va avoir lieu pendant tout le semestre. Et normalement, si ça se passe comme l'an dernier, il y a à peu près tout le monde qui a son examen, excepté ceux qui vraiment n'ont rien fait du tout et qu'on a perdu en cours de route. Voilà, donc ça c'était pour le passage des examens. J'imagine que vous allez avoir plein de questions là-dessus pendant le chat. Je regarde si j'ai d'autres choses à vous dire. Donc voilà, ça c'était les examens. Euh, Impeccable. Donc, on se retrouve sur le chat tout de suite. Et là, je vous demande, pendant que vous faites vos changements là, que vous passez sur Moodle, etc. Je vous demande de réfléchir. Là, les vacances se terminent. Je vous demande de réfléchir à un pays dans lequel vous aimeriez partir en vacances. Et ensuite, donc voilà, vous imaginez que vous partez dans un pays, que vous prévoyez un projet de départ dans un pays pour le mois de juillet prochain. Qu'est-ce que vous allez faire pour préparer ce voyage? Comment tout ça va se dérouler? Donc essayez d'imaginer ce que vous faites pour préparer votre voyage et le voyage, comment il se déroule, et après le voyage, qu'est-ce qui se passe à propos de ce voyage. Bon, à tout à l'heure, à tout de suite plutôt, dans le chat de Moodle. Et si ça ne marche pas, on reste sur le chat YouTube.